horrible situation, and that could evolve into a third world war. We're not going to let that happen. What a mess. What a horrible, bloody mess. Our focus is on achieving a ceasefire as soon as possible and ultimately a permanent peace. I'm also pleased that President Macron agrees that the cost and burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security of Ukraine. And I believe strongly that it's in the best interest of the United States, the best interest in Europe, the best interest of Ukraine, and indeed the best interest of Russia to stop the killing now and bring the world to peace. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Donald, pour votre hospitalité et cette visite. Vous l'avez rappelé, nous avons eu l'occasion ces dernières années, lors de nos premiers mandats, de pouvoir échanger à plusieurs reprises à Paris, ici à la Maison-Blanche et à travers le monde. Ça a toujours été un bonheur et je dois dire que j'ai en effet ici des souvenirs encore vibrants. Et je vous remercie à nouveau, Monsieur le Président, d'avoir fait l'amitié à la France de vous joindre à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris que vous venez d'évoquer à l'instant. Ça a été une très grande fierté pour les Françaises et les Français de pouvoir ouvrir la cathédrale au reste du monde et votre présence a signifié cette amitié qui vient de loin, le Président l'a rappelé, qui est aux origines, au fond, de l'indépendance américaine et de sa construction et qui, à chaque fois que l'histoire a sonné, nous a ramenés ensemble du bon côté de celle-ci, c'est-à-dire comme étant unis pour défendre la paix, la souveraineté. Et je pense évidemment aux deux guerres mondiales qui ont scandé le XXe siècle. Au Lafayette, nous voilà, de Pershing, jusqu'aux vétérans américains que nous célébrions il y a encore quelques mois sur la plage d'Omaha Beach. Et j'étais très heureux de revoir d'ailleurs tout à l'heure, lorsque vous m'avez laissé quelques minutes entre deux de nos rendez-vous, l'un d'entre eux qui est venu me visiter. Je veux ici dire le grand respect que nous avons pour tous nos anciens combattants et les vétérans américains. Cette histoire nous oblige et c'est celle qui nous lie dans le contexte du monde qui est le nôtre. Et le Président l'a rappelé, le monde dans lequel nous vivons ne manque pas de défis. Alors cette visite que nous avons décidée ces derniers jours avait évidemment un objectif premier qui est la situation géopolitique. Et je dois dire que, Monsieur le Président, je me dois de vous remercier tout particulièrement d'avoir accepté d'aménager votre agenda pour que nous puissions nous voir si vite. Et je considère que nous avons véritablement eu des avancées substantielles lors de nos échanges. Et c'est pour moi une étape très importante de ce que nous vivons. Nous avons ensemble partagé une visioconférence avec l'ensemble des dirigeants du G7 qui nous a permis, 3 ans après le début de la guerre d'agression, de la deuxième phase de la guerre d'agression russe en Ukraine, de dire évidemment notre soutien au président Zelensky, au peuple ukrainien, mais aussi de partager notre volonté d'avoir une paix durable. Et je crois que c'est ce que vous avez ces dernières semaines, rappelé avec beaucoup de force. Depuis le 22 février 2022, où on nous annonçait une opération spéciale qui allait durer quelques semaines, chacun admire la bravoure du peuple ukrainien qui a résisté. Et vous avez raison de le dire, Monsieur le Président, nous avons aidé. Et je crois que nous avons eu raison d'aider, c'était notre responsabilité. Et je veux ici dire que l'Europe n'a pas ménagé ni minoré ses responsabilités. Nous avons en effet investi 138 milliards de dollars dans l'aide à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et je dis bien investi, parce qu'au fond, l'Ukraine a tenu ce front avancé de notre sécurité collective. Elle s'est battue durant ces années, elle continue de se battre pour son indépendance et sa souveraineté, mais aussi pour notre sécurité collective, parce que je crois que personne dans cette salle n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer et où les frontières internationalement reconnues peuvent être du jour au lendemain violées par qui que ce soit. Alors, je considère que ces dernières heures, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, plusieurs choses se sont cristallisées
et nous avons pu avancer sur plusieurs points. D'abord, je veux saluer votre décision de voir le président Zelensky et de finaliser en effet cet accord qui est important pour les États-Unis d'Amérique et pour l'Ukraine sur les minerais critiques et les terres rares. Mais d'avoir cet échange de substances avec le président Zelensky dans cette phase est très important, et de pouvoir finaliser cet accord qui aussi acte votre engagement pour une Ukraine souveraine est, à mes yeux, un point très important et souhaitable. Ensuite, votre volonté de bâtir la paix, nous la partageons. Et je veux dire ici que, en responsabilité, plus de 10 ans après le début de la guerre et l'agression en Crimée, et 3 ans jour pour jour après l'agression russe dans le Donbass, et je le rappelle aussi dans le nord du pays à l'époque, la paix est une nécessité pour sauver des vies, pour aussi faire revenir des prisonniers chez eux, faire revenir des familles et des enfants, car je n'oublie pas ce drame humanitaire qui touche aussi le peuple ukrainien. Et nous en avons longuement discuté avec le président, et notre souhait qu'il puisse y avoir en effet des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable, et qui permette la négociation d'une paix durable, dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires, et la question des garanties de sécurité, c'est-à-dire du maintien de la paix dans la durée. Car, je le redisais au président, nous avons déjà connu des accords de paix qui n'étaient que des cessez-le-feu sans prévoir ces garanties de sécurité. Cela s'est appelé Minsk I puis Minsk II, et nous savons d'expérience que cela ne tient pas. Et je sais la volonté du président d'être un acteur durable justement de la paix dans la région, de vouloir cesser dans la durée cette paix. Et je crois pouvoir dire, après avoir consulté une trentaine de dirigeants européens et alliés ces derniers jours, pour bâtir cette unité et pour venir vous voir, que tous partagent la même vision des choses. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Mais c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Nous avons longuement discuté cela avec le président. J'ai pu lui dire tout ce que nous avions travaillé avec le président Zelensky. On est rentré dans le détail, justement, des différentes étapes d'une telle négociation. Et nous avons pu aussi évoquer tout le travail qui a été fait avec nos partenaires britanniques pour concevoir, justement, ce que pourrait être des déploiements de forces de paix sur le sol ukrainien, qui constituerait une part de ces garanties de sécurité à laquelle d'autres pays d'ailleurs sont prêts à se joindre et pour laquelle évidemment la solidarité, le soutien américain sont indispensables. Et je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir commencé le travail avec nous sur ce point. Et je crois pouvoir dire que l'accord que vous vous apprêtez à signer avec l'Ukraine et la discussion très claire que nous avons eue à cet égard, pour moi, sont des garanties solides, que nous nous sommes compris et que notre volonté est la même. La paix le plus vite possible, une paix solide et durable pour tout le monde, et la reprise en quelque sorte d'une vie internationale qui permette d'offrir à tous des responsabilités. Donc dans ce cadre, des Européens qui prendront leurs responsabilités aux côtés de leur allié américain qui prendra les siennes. À cet égard, je suis venu aussi ici porter un message, Président, de très grande clarté de l'engagement européen. Nous sommes engagés pour bâtir une paix durable. Nous sommes engagés comme Européens pour être partie prenante, justement, de ces garanties de sécurité. Et plus largement, nous sommes engagés, conscients que nous sommes, que les Européens doivent encore faire davantage pour la sécurité de l'Europe, sa défense, et en quelque sorte un partage plus juste du fardeau sécuritaire que votre pays porte depuis plusieurs années. Et au fond, pas simplement, Monsieur le Président, vous savez l'amitié que je vous porte parce que vous le demandez, vous le demandiez déjà avec force à votre premier mandat, mais parce que je crois que tout le monde maintenant en Europe est lucide sur le fait que c'est notre devoir pour nous-mêmes, en tant qu'Européens, compte tenu du risque qui nous entoure et de la responsabilité qui est la nôtre. Et donc le président Costa ce matin a rappelé cet agenda de Versailles de mars 2022 qui a déjà conduit les Européens à augmenter de manière historique leurs investissements. Les Européens sont prêts à faire davantage
pour cette sécurité beaucoup plus et beaucoup plus fort. Et plusieurs m'ont redit cela avant de venir vous voir. Monsieur le Président, cher Donald, vous l'avez compris, cette paix par la force à laquelle vous croyez, c'est celle à laquelle nous sommes engagés par conviction et parce que, en ce jour, je pense au peuple ukrainien, à ses sacrifices et à ce que nous lui devons. Nous avons également, avec Monsieur le Président, évoqué les sujets économiques et, au fond, notre volonté de voir plus de prospérité aux États-Unis et en Europe. Nous avons eu des discussions, elles seront poursuivies par nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être. Mais au fond, notre volonté, c'est qu'il y ait une concurrence juste et, au fond, pas de biais dans la concurrence de nos industries pour pouvoir échanger. Mais je veux ici dire combien les économies américaines et européennes sont liées. Ce sont les économies les plus imbriquées au monde. Ce sont 1 500 milliards de dollars d'échanges de produits, de services physiques et digitaux chaque année. Et je sais votre attachement à rétablir la balance des paiements. Oserais-je dire qu'en tant que président de France, j'ai la même, puisque nous avons aussi un déficit commercial. J'essaie aussi de faire valoir qu'il fallait regarder pas simplement les biens et produits, mais les produits numériques, pour lesquels vous êtes un très grand exportateur. Et au fond, la solution, c'est de nous réengager sincèrement vers une concurrence justement qui soit équitable et la volonté d'avoir des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements. Vous êtes un très grand investisseur en France. Nous sommes le 5e investisseur, nous, France, pas simplement l'Europe, dans votre pays. Et je souhaite qu'on fasse davantage de part et d'autre. Et je veux saluer d'ailleurs tous les investisseurs américains qui ont fait partie des grandes annonces pour l'intelligence artificielle il y a quelques jours à Paris, où 120 milliards de dollars d'investissement ont été annoncés en intelligence artificielle pour notre pays. Au-delà du lien transatlantique, c'est notre volonté d'avoir en effet plus de prospérité. Je suis convaincu qu'il y a au fond un agenda positif derrière tout cela. Enfin, nous avons ensemble évoqué plusieurs sujets sur le Proche et Moyen-Orient. Et je crois pouvoir dire que nous partageons la même volonté de ne jamais voir l'Iran obtenir l'arme nucléaire. Notre volonté de revenir à, au fond, une approche avec les partenaires de la région en qui nous avons confiance, qui permettent, eh bien, justement, de cantonner les activités nucléaires iraniennes, de pouvoir limiter ses capacités balistiques et de réduire ses déstabilisations régionales. Et sur la Syrie et l'Irak, nous partageons la même volonté aussi de ne pas voir les groupes terroristes islamistes reprendre de la force, retrouver de l'activité, parce que depuis des années, nos armées sont avec courage engagées dans ces pays, dans l'opération Inherent Resolve, dont vous avez le commandement et à laquelle nous contribuons, qui est une mission forte et importante, qui a contribué à la stabilité de la région. Et je le dis avec ici beaucoup de sincérité, de force et d'engagement, puisque la France a été touchée par un attentat terroriste en 2015 qui avait été préparé en Syrie par ces mêmes groupes. Et donc nous ne céderons rien dans cette région à vos côtés pour plus de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nos échanges ont été extrêmement fructueux, à la fois ce matin à l'issue de notre visioconférence et à l'instant avec vice-président, les ministres et nos conseillers. Et je veux vous dire combien, après ces échanges avec le président Trump, je suis convaincu qu'il y a un chemin. Nous avons partagé nos convictions, nos exigences. Nous savons tout le travail qui reste à faire. Et donc, dans les prochaines semaines, nous avancerons ensemble et nous aurons l'occasion, nos équipes puis nous, de nous revoir dans des formats différents pour faire de cette paix solide, durable, je l'espère avec beaucoup de force, une réalité de court terme. En tout cas, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil, remercier pour la qualité de nos échanges et pour votre engagement.